Bienvenue pour cette exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet à la fois universel et hyper complexe. L'humour. Ah oui, fascinant. On a une étude assez dense, Humour across global cultures. Et notre mission, si on l'accepte, C'est de décrypter un peu tout ça? exactement, comprendre pourquoi on rit, l'importance que ça a, et surtout comment ça change d'une culture à l'autre. Tout à fait. L'humour est partout, mais c'est vrai que sa nature, elle nous échappe souvent. On va regarder un peu les théories psy, Oui, son rôle pour nous, pour le groupe, et puis ce voyage culturel, quoi. Des États-Unis, au Moyen-Orient, l'Europe, l'Asie, ça promet d'être éclairant, et peut-être même marrant, qui sait. on peut espérer. Alors, allons-y. Qu'est-ce qui fait qu'une chose nous fait rire au fond? Bon, pour commencer, le document parle de plusieurs grandes théories par où on attaque. La plus connue, peut-être, Eh ben, souvent, celle qui revient, c'est la théorie de l'incongruité. l'incongruité, c'est-à-dire. L'idée, en gros, c'est que l'humour vient d'un décalage. Quelque chose qui surprend nos attentes logiques, une forme d'absurdité, quoi. Ah, d'accord. Kant disait que le rire, c'était la transformation soudaine d'une attente tendue en rien. Pas mal. Comme un jeu de mots où le sens bascule. L'exemple des atomes qui make up everything. Exactement. C'est ça. Compose tout, mais aussi invente tout. Hmm, C'est ce plaisant décalage cognitif. d'accord. Mais bon, la critique, c'est que c'est parfois un peu vaste. Tout ce qui est incongru ne fait pas forcément rire, hein. Logique. Et après? Il y a celle de la supériorité. Ça sonne moins sympa, ça. Oui, elle est plus ancienne. On la trouve chez Hobbes, Platon. L'idée, c'est qu'on rit par sentiment de gloire soudaine. Gloire soudaine. Ben oui, une sorte de petit triomphe, souvent quand on voit les erreurs, les faiblesses ou les malheurs des autres. Ah! C'est un peu lié à ce qu'on appelle aujourd'hui frapper vers le haut, critiquer les puissants, ou vers le bas, se moquer des plus faibles. Comme rire d'une gaffe dans politique, on se sent plus malin sur le coup. Voilà. Mais comme le dit l'étude, attention. Oui, Hein, on n'a pas besoin de se sentir supérieur pour trouver drôle, je sais pas, un chat qui parle dans un dessin animé. c'est vrai. Donc c'est pas toujours ça. Non, ce n'est pas une condition nécessaire, mais c'est souvent là. Et puis il y a la théorie du soulagement. Ah, celle-là, elle me parle plus. Rire pour évacuer. C'est ça l'idée. Proposée par Spencer et Freud aussi, le rire comme une soupape, quoi. Pour libérer une tension psy, des émotions coincées. Mhm. Une énergie nerveuse. Pensez au moment comique juste après une grosse scène de suspense au ciné. Oui, ou la blague au bureau quand tout le monde est sous pression. Exactement, ça relâche. Et alors là, ça devient super intéressant. Le texte parle d'une théorie qui essaie de tout combiner. La Benign Violation Theory, BVT. Oui, la théorie de la violation bénigne. Elle est assez élégante, je trouve. Ah oui, Elle dit que l'humour apparaît quand une situation est vue en même temps comme une violation, un truc qui bouscule nos normes, ce qui est attendu, d'accord. et comme bénigne, c'est-à-dire sans danger réel. Donc il faut les deux. Quelque chose cloche, mais c'est pas grave. C'est ça l'idée. L'exemple type, c'est la vanne entre potes. Mhm. Techniquement, c'est une petite agression verbale, une violation des codes. Mais comme on sait qu'il n'y a pas de mauvaise intention, c'est bénin. Et hop, ça fait rire. Fascinant ce mélange. Mais alors, ce qui est bénin, ça doit dépendre énormément des gens, de la culture, non? Ah mais complètement, c'est là toute la subtilité. La théorie dit que ça dépend du contexte psy, de la distance qu'on a par rapport à la violation. D'accord, je vois. Et puis, il faut savoir qu'il y aurait plus de 100 théories sur l'humour, hein. Plus de 100. Mais l'étude mentionne aussi la théorie du jeu, par exemple, qui relie ça à l'évolution, à l'apprentissage. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est hyper complexe. Et surtout, que la perception de la personne est clé. C'est pas juste ce qui est drôle, c'est comment notre cerveau traite l'inattendu, le transgressif, mais inoffensif. Bon, c'est clair, le mécanisme est complexe. Mais au-delà des pourquoi l'humour est si vital pour nous, l'étude parle d'un mécanisme d'adaptation. Absolument. C'est un outil psychologique super puissant pour faire face aux coups durs, physiquement déjà. Ah oui, Rire, ça libère des endorphines, plaisir, antidouleur, et ça fait baisser le cortisol, l'hormone du stress. carrément. Ça active même le circuit de la récompense dans le cerveau. Les recherches montrent que les gens qui ont une orientation vers l'humour, comme on dit, ils ressentent moins de stress. C'est incroyable. Le texte dit même que ça aide à gérer des trucs lourds comme le racisme Oui, et que ça augmente la tolérance à la douleur physique. oui, L'exemple des soignants qui utilisent l'humour noir. oui, c'est très parlant. Ça permet de prendre de la distance, de reformuler une situation difficile. Ça renforce la résilience. Et socialement, le rire partagé, on sent bien que ça crée quelque chose.
Ah, mais c'est fondamental. C'est un lien social hyper fort. Un tampon contre le stress dans les relations, les désaccords. Le côté contagieux du rire. Exactement. Facilité par les neurones miroirs, ça renforce ce sentiment de connexion. L'humour, ça huile les rouages sociaux, ça brise la glace, Mhm. ça soude les couples, les familles, les amis. Ça peut désamorcer un conflit, permettre de dire des choses délicates sans blesser. La petite blague qui détend l'atmosphère dans un dîner de famille un peu tendu. Voilà, exactement. Mais l'étude met une nuance importante. L'humour, c'est pas toujours positif. Non, attention. Tout dépend de l'intention et de l'intelligence émotionnelle, en fait. C'est-à-dire, Si on l'utilise pour fuir des émotions difficiles, la tristesse, la colère, ou comme une arme pour blesser, pour se moquer méchamment, ou pour éviter ses responsabilités. là, ça devient négatif. Exactement. Ça devient même toxique. L'étude nous pousse à nous demander, cet humour, c'est un vrai soulagement ou c'est une esquive? C'est constructif ou c'est une agression déguisée? Une question d'équilibre et de conscience, en somme. Voilà. Un sens de l'humour sain, c'est pas juste savoir faire des blagues, c'est aussi avoir la sagesse et l'empathie de savoir quand et comment les utiliser. C'est clair. Alors, maintenant qu'on voit son importance, voyageons un peu. Comment cet humour se manifeste différemment selon les cultures? On commence par les États-Unis. Le texte dit direct, axé sur la performance. C'est une des tendances pointées, oui. L'humour américain est souvent basé sur l'observation du quotidien, des aspects un peu ridicules de la culture. Le stand-up à la Seinfeld, par exemple. Exactement. Mark Twain disait déjà que la manière de raconter était clé. C'est la base du stand-up. Et puis il y a le slapstick, la comédie très physique. Maman, j'ai raté l'avion. Oui. Et souvent dans les films, l'humour est lié à des histoires de rédemption, d'amélioration personnelle. Très différent a priori de l'humour français, décrit comme plus... Intellectuel, ironique. C'est ça. L'étude le rapproche de Molière, de la farce. Beaucoup d'ironie, de satire pour critiquer la société, les travers humains. Moins de blagues directes, plus dans le sous-entendu. Oui, il naît souvent de l'inconfort social, de situations un peu gênantes, de la transgression subtile des codes. Et il repose énormément sur les jeux de mots, les références culturelles. Ce qui le rend parfois difficile d'accès si on n'a pas les clés. Tout à fait. Pensez à Astérix. Mission Cléopâtre ou le sens de la fête, cité dans l'étude, c'est plein de ça. Allons voir plus au nord de l'Europe. On dit parfois qu'il manque d'humour, mais c'est faux. C'est plutôt un humour sec, sarcastique. C'est une caractéristique, oui, surtout au Danemark, en Norvège. Souvent dit sans expression, ça peut dérouter. Le fameux deadpan. Voilà. L'humour noir, la scandi-comédie, c'est typique aussi. L'absurde est apprécié en Norvège. Et cet exemple danois du Quadjebeyer. La bière de l'erreur. Oui. Offrir une bière à quelqu'un qui a fait une grosse boulette, c'est une forme d'autodérision collective. C'est intéressant. Et l'Allemagne. Au-delà des clichés sur le sérieux. L'humour y est souvent peint sans rire, basé sur des jeux de mots parfois intraduisibles, l'absurde, la satire de leur propre rigueur. Le Schadenfreude aussi, non? Se réjouir un peu du malheur des autres. Oui, c'est mentionné. Et les blagues sur la bureaucratie, comme le voleur qui doit prendre rendez-vous pour braquer la banque. Excellent. Cap sur l'Asie de l'Est maintenant. Là, l'étude suggère une approche un peu différente. Moins positivement affichée qu'en Occident. Oui, c'est ce qui ressort, comparativement. L'humour est moins cité comme une stratégie d'adaptation et les gens ont moins tendance à se dire eux-mêmes humoristiques. Pourquoi donc? En Chine, par exemple, il y a une tension entre l'appréciation de l'humour et une certaine méfiance. Le confucianisme valorise le sérieux, Ah oui. même si le taoïsme peut y voir autre chose. Du coup, on aime bien l'humour, mais se présenter comme quelqu'un d'humoristique, ça peut être mal vu, nuire au statut. C'est plutôt réservé aux experts, aux comédiens. Et le contexte est crucial. Énormément. L'intonation, les non-dits, et beaucoup de sujets sont tabous, politique, religion, vie privée. L'humour autodépréciateur est fréquent par contre pour montrer l'humilité. Ça colle avec la culture plus collectiviste. Intéressant. Et au Japon? Très physique, très performatif. Oui, beaucoup de slapstick, de farce, de jeux, avec des réactions très exagérées. L'étude note une tendance à séparer l'humour de la vie quotidienne ou pro, où ça peut être mal vu. D'où l'importance des formes de spectacles dédiés. Exactement. Le manzai, c'est duo comique très rythmé. Ah oui, avec l'idiot et celui qui le corrige. Oui, le bokeh et le tsukomi, qui le remet souvent en place, parfois physiquement. Ou le rakugo, le conteur solo, c'est du rire encadré. Et certains sujets sont tabous aussi. Oui, la politique, l'humour noir sur des sujets graves comme la mort, et cette idée des comédiens comme substitut de la honte,
qui prennent le ridicule sur eux pour le public. C'est fou cette séparation. En Corée, c'est la hiérarchie qui influence beaucoup l'humour, d'après l'étude. Très nettement, les blagues des chefs, surtout masculins, les AJ jokes, les blagues de papa, quoi, ça provoque souvent un rire un peu forcé, poli, pour pas créer de malaise. Hmm. Entre collègues de même niveau, dont Guy, c'est plus libre. Mais en général, on préfère un humour qui amuse sans se moquer ouvertement des autres en public. Le sarcasme, la satire, c'est mal vu. Souvent oui, car c'est perçu comme une critique directe. Les sujets sexuels aussi sont très tabous. Par contre, l'humour peut être très direct, voix drôle, comédie physique, petites insultes amicales. Et le sourire, qui peut vouloir dire plein de choses. Oui, pas seulement la joie, la gêne, la tristesse, la nervosité. Terminons ce tour du monde au Moyen-Orient. L'humour là-bas, Est spirituel, sarcastique, lié à la résilience. c'est comme ça que l'étude le présente. L'humour arabe est décrit comme important culturellement, réputé pour son esprit, sa finesse, le sarcasme, les jeux de mots, l'ironie. Une façon de faire face aux difficultés. Souvent, oui. C'est le reflet d'une expérience collective. Ça a des racines anciennes dans la poésie satirique pré-islamique et après. Et les événements récents, comme le printemps arabe, ont nourri une nouvelle vague de satire politique. Sous quelle forme? À la télé, en dessin animé, sur les réseaux sociaux. Il y a aussi les blagues sur les tabous sociaux, les rôles hommes-femmes, la famille. Et bien sûr, les histoires de Jua. Ah, Jua ou Goa, Nasruddin Hoja, le sage fou. Exactement. Cette figure populaire dont les histoires sont pleines d'ironie, de sagesse un peu absurde, pour critiquer les travers de la société. L'exemple de l'âne est parfait. Oui, ou quoi qu'il fasse, il est critiqué. Ça montre bien comment l'absurde peut servir à faire passer un message sur l'impossibilité de plaire à tout le monde. Le cinéma aussi utilise l'humour. Beaucoup, notamment la satire, qui est parfois vue comme ayant une fonction émancipatrice, surtout politiquement. Mais Mais critiquer le pouvoir ou les normes sociales, ça reste très sensible et ça peut entraîner des problèmes dans certains pays. donc, ce qui ressort vraiment de tout ça, c'est que l'humour est souvent perdu à la traduction, et pas juste la langue. Ah mais complètement. C'est surtout culturellement que ça se perd. Les références françaises, l'importance de l'intonation en Chine, les gestes au Japon, ce sont des codes implicites. Il faut plus qu'un dictionnaire. Il faut une immersion dans le contexte, l'histoire, l'étiquette sociale, les valeurs. Comprendre l'humour d'ailleurs, c'est décoder une forme très sophistiquée de communication culturelle. Une blague marche souvent moins par sa structure que par sa résonance avec un vécu partagé. Alors, pour résumer un peu cette exploration, on a vu les théories parfois complexes, derrière le rire, Mhm. son rôle absolument crucial pour notre bien-être, nos liens sociaux, Oui, et ce voyage incroyable à travers les saveurs si différentes de l'humour dans le monde. C'est quand même dingue qu'un truc si humain soit si nuancé culturellement. c'est vrai. Et pourtant, malgré tout ça, le rire partagé, ça reste ce lien humain hyper puissant, universel. Oui, mais ce panorama, ça nous rappelle surtout l'importance de la sensibilité interculturelle. Ce qui fait rire ici peut vraiment tomber à plat ou même blesser ailleurs. Il faut être prudent et ouvert. Exactement. Naviguer ces différences, ça montre plus qu'une traduction. Ça demande une vraie appréciation des valeurs, des histoires, des codes qui façonnent l'humour de chaque culture. C'est un bon rappel. Et étudier l'humour, finalement, c'est une super porte d'entrée pour comprendre la psyché humaine et les dynamiques sociales, partout. Tout à fait. Et peut-être une dernière pensée pour la route? Je vous écoute. Si l'humour, comme on l'a vu avec cette idée de violation bénigne, joue si souvent avec les normes, les transgresse un peu, tout en devant rester acceptable pour marcher, Oui. qu'est-ce que ça nous dit sur ces normes elles-mêmes? Sur le fait qu'elles bougent tout le temps? Comment l'humour d'aujourd'hui, dans chaque culture, reflète les tensions, les changements, les espoirs de nos sociétés? Et qu'est-ce que ça pourrait nous apprendre sur ce qui nous fera rire ou ce qui nous choquera demain? Voilà une question qui laisse à réfléchir. Merci beaucoup pour cette analyse, c'était passionnant. Merci à vous.